il y a une haine des vraies élites. Les vraies élites, c'est nous, en réalité. Donc les gens disent, pourquoi les élites vous aiment pas? C'est pas les élites qui n'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, le plus jeune président médecin, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi l'élite. Mais ce pays, de temps en temps, a des crises dans lesquelles il veut décapiter son élite. Et par la Révolution, on a décapité Lavoisier. L'INSERM, en 1980, a décapité les 5 médecins les plus célèbres de France. Salut, c'est moi, Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse. Je me réjouis à l'idée de m'éloigner un peu plus tous les jours de l'effet faux sosie de Nicolas Canteloup et autres monsieur propres, et de me rapprocher peut-être un peu plus de celui de Negan. Hi, I'm Negan. J'avais prévu de parler d'un tout autre sujet qui était celui des accidents domestiques en temps de confinement. L'actualité scientifique et médicale impose une petite mise au point. Le quiz du soir est le suivant. Jus de raisin ou vin ? Ces derniers jours sont revenus sur le devant de la scène médiatique, sans l'avoir jamais vraiment quitté, l'hydroxychloroquine ainsi que son protocole d'administration selon l'IHU de Marseille. Certains tentent à polariser un peu le débat entre deux postures qui seraient celle des pro-Raoult et celle des anti-Raoult. La catégorie de personnes que certains qualifient d'être pro-Raoult nourrissait peut-être simplement un espoir, pas forcément vain, que le traitement qui pouvait être efficace contre la Covid-19 était à portée de tous. Ils se sont nourris de ce que le marché de l'information offrait au début de la crise et particulièrement au tout début du confinement avec la première prépublication de l'IHU de Marseille. Je ne dis pas que c'est la solution, qu'il y a un remède absolu à ça, mais il n'y avait aucun remède. De l'autre côté, il y a eu tout un tas de gens qui ont été dépeints comme des anti-Raoult primaires, voire à la solde de tel ou tel lobby, simplement parce qu'ils demandaient en fait un niveau de preuve suffisant concernant ce nouveau protocole. En dehors du protocole, je n'en prescris pas, et je n'en prescrirai pas, et je n'en prendrai ni pour moi, ni pour mes proches, ni pour n'importe qui. Non, il n'y a aucune preuve de son efficacité. Et puis il y a une équipe parisienne qui a montré que cette potion-là ne réduisait pas le portage viral. Donc il n'y a aucune raison de le donner. Et vous avez dû voir passer les alertes sur une 50aine d'accidents graves cardiaques qui sont survenus dans le cadre d'une prise de ces médicaments-là. J'ai souvent lu que les anti-Raoult avaient finalement été la cause première de la médiatisation et in extenso de la popularité de Didier Raoult. Dans les faits, je pense que Didier Raoult et l'IHU de Marseille se sont rendus populaires d'eux-mêmes. Dès le début de la crise, Didier Raoult occupait une partie de la scène médiatique. Il va à la télévision et il dit « Mais arrêtez de me casser les pieds avec le coronavirus, ce n'est qu'une grippe, ce n'est rien. C'est pas parce qu'il y a 3 Chinois qui éternuent que tout le monde doit se mettre au garde à vous. » Mais pourquoi on reprend la discussion puisqu'on est d'accord ? Voilà, on est d'accord là-dessus. Qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin. La façon dont certaines personnalités politiques ou médiatiques ont pu éventuellement conspuer Didier Raoult, son protocole et son équipe de l'IHU de Marseille a pu effectivement nourrir cette popularité auprès des pro-Raoult. Didier Raoult est allé tellement loin que son apport et sa postérité dans cette crise tiennent maintenant en une seule alternative, soit une formidable intuition, un coup de génie solitaire, ou alors une vaste mystification. C'est sans doute ce qui peut expliquer, au moins partiellement, la dérive quasiment sectaire de certains partisans du professeur et de son protocole. Nous avons en France la chance d'avoir le meilleur scientifique français reconnu sur la scène internationale, le plus grand chercheur. Face à cette surenchère, notamment via les réseaux sociaux, eh bien, ceux qui s'inscrivaient un peu en contradiction ont fini par virer au mépris tout à fait radical. Je suis totalement affligé par ce que j'entends. Je sais même pas quoi dire tellement il y a de choses à dire. Madame Guérin, manifestement, ne sait pas lire un article scientifique. Madame Guérin ne sait pas pratiquer la recherche clinique. On peut tout à fait faire une étude randomisée, même en situation d'urgence. Dire que c'est pas éthique de faire un gros placebo, par exemple, c'est de la science-fiction. Madame Guérin raconte n'importe quoi. Il y a aussi une troisième catégorie de personnes. Ceux-là sont ceux qui, en général, classent les uns en pro-Raoult et les autres en anti-Raoult. Cette troisième catégorie de personnes, ce sont ceux qui se disent neutres ou n'ayant pas encore vraiment d'opinion tranchée. Ce sont eux qui se trompent le plus dans cette affaire. Car il ne s'agit pas
d'une position purement manichéenne de pro et anti-Raoult, mais simplement peut-être d'une approche tout à fait différente de ce qu'est la science, de ce que peut être la recherche médicale. En ce qui concerne les groupes contrôle, c'est extrêmement complexe quand vous avez un traitement qui marche, alors que vous savez qu'il y a des patients qui vont mourir pour certains si on ne les traite pas. Avoir un groupe contrôle de traitement symptomatique, ce n'est pas éthique. Plus simplement et plus prosaïquement, il y a peut-être d'un côté ceux qui considèrent que la médecine doit avant tout être au service du patient, et c'est tout à fait respectable, mais parfois en dépit de la plus élémentaire évaluation des risques sanitaires. La responsabilité qu'il aura à endosser après coup, après crise, quand on aura le fin mot de l'histoire, s'il a fait naître un espoir, s'il a fait surfer des milliers de Français sur cet espoir, et qu'en fait cet espoir est vain, et qu'en plus il peut tuer des gens, et c'est extrêmement grave. Et je pense que ça causera du tort à toute la communauté scientifique, et il ne le mérite pas. J'ai un immense respect pour la recherche, et je ne veux pas que ce soit elle qui en sorte abîmée, parce que l'un aurait fait une séquence de communication malheureuse. À cette approche de la médecine qui chercherait avant tout à soigner, qui se pratiquerait de façon purement empirique, qui serait frappée au coin du bon sens, s'opposerait donc une médecine beaucoup plus méthodologiste, qui chercherait à tout prix à prouver de façon ferme et définitive que le protocole est sûr. On n'a pas le temps d'expérimenter sur des souris pendant 6 mois. Je me place personnellement de ce côté-ci, en défendant cette approche qui n'est non pas quelque chose de purement bureaucratique, mais qui est tout simplement la base de la méthode scientifique. La médecine, ce n'est pas de la prophétie. La médecine, ce n'est pas de l'intuition, c'est de la conviction. Personne, absolument personne dans le monde médical ne dit que le professeur Raoult a tort de penser que la chloroquine puisse être un traitement efficace contre le coronavirus. Nous espérons tous, absolument tous, que le professeur Raoult ait raison. Mais il faut qu'on nous le prouve grâce aux essais en cours en ce moment. On ne peut pas dire aux Français, on n'a rien d'autre, prenez de la nivaquine et l'antibiotique et on verra bien. Ces partisans chercheraient à établir la vérité absolue en science. Cela n'existe absolument pas selon la méthode scientifique. Au contraire, on a un état des données, un état des connaissances à un instant T qui peuvent être du jour au lendemain complètement réfutés. Les Chinois nous donneront les résultats d'une première étude sur l'efficacité de la chloroquine sur les coronavirus, et ça vient de sortir. Donc c'est efficace sur les coronavirus avec 500 mg de chloroquine par jour pendant 10 jours. Il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à coronavirus chinois. Donc c'est un excellent nouvelle, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Avec le recul, l'attitude de certains est d'ailleurs tout à fait paradoxale. Aujourd'hui, alors que certaines études montrent que le protocole en question est au mieux inefficace et dans le pire des cas tout à fait nocif, cela réclame un niveau de preuve plus fort encore qu'une étude de grande ampleur avec tous les biais qui peuvent lui être inhérents, comme c'est le cas dans toutes les études en fait. Ces mêmes personnes, au début de la crise, au contraire, s'asseyaient sur tout niveau de preuve concernant le même protocole et réclamer qu'on l'administre le plus largement possible. Il y a encore peu, un nombre significatif de praticiens signaient un appel pour la liberté de prescrire, comme d'autres réclament la liberté vaccinale. Mais ça, c'est une autre histoire. On est sorti de considérations purement médicales dans lesquelles justement l'opinion publique n'est pas censée avoir voix au chapitre, à un débat d'opinion purement politique. Peut-être grâce à un premier sondage qui avait été lancé par l'IFOP et le Parisien et qui montrait que 59% des Français considéraient que l'hydroxychloroquine était efficace dans la lutte contre la Covid-19, alors que 20% disaient que non, et que surtout 20% disaient qu'ils ne savaient pas. Or, c'est cette posture-là qu'il fallait défendre. Je trouve ces contradictions tout à fait savoureuses, puisqu'à un moment donné, on nous taxe, nous autres, qui nous attardons aux faits et à la méthode scientifique, d'être des scientistes. En l'occurrence, ceux qui ont la démarche la plus scientiste dans l'histoire sont ceux qui considèrent que la science va forcément trouver une solution, là où, en fait, l'histoire de la médecine montre que les antiviraux sont rarement ou très peu efficaces. Ça suffit. Là, qu'est-ce qu'on propose à celui qui a le virus aujourd'hui dans la peau? On lui propose du Doliprane et de rentrer chez lui en attendant que ça aille soit très bien, soit qu'il se retrouve en réa avec le tube dans la bouche. Cet épisode a été tout à fait instructif concernant en fait la place des scientifiques et la place des politiques. Les scientifiques
donne un état des connaissances à un instant T concernant une problématique, éventuellement prône des solutions, le politique est le seul responsable de sa décision. Alors je me suis souvent dit que finalement la place du scientifique était peut-être de ce fait affaiblie. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis, donc je vais essayer de vous le dire. Mais à travers moi, c'est aux gens que vous vous adressez. Et qui se demandent pourquoi vous n'avez pas fait cette étude randomisée comme on dit. Non, détrompez-vous, les gens ils pensent comme moi. Vous croyez qu'ils pensent comme vous, mais vous vous trompez. Ils sont divisés. Non, détrompez-vous. Vous voulez faire un sondage entre vous et moi? Non, mais moi je suis pas de la partie. Moi je fais que poser des questions. Vous voulez faire un sondage entre Véran et moi pour voir qui y croit? Vous voulez voir ce que c'est que la crédibilité? Réduire une problématique scientifique ou médicale à un débat d'opinion comme un débat politique, c'est dénaturer la science. C'est tout simplement museler l'avenir et museler les éventuelles innovations dans ce domaine. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, tu peux même me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram. En attendant, Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse, te souhaite une bonne deuxième phase de déconfinement.